Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Christophe Garnier, le CEO et fondateur de Spark Labs. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Écoute, je m'appelle donc Christophe Garnier, je suis résident américain depuis bientôt 18 ans. Et donc ça fait donc un certain temps que je travaille dans les nouvelles technologies. Après avoir passé pas mal de temps sur le West Coast dans la Silicon Valley, ça fait une 12aine d'années que je monte des boîtes sur New York. 18 ans aux États-Unis. Donc c'est quoi ? C'est pas tout à fait encore la moitié de ta vie ? Pas loin. Pas loin. Ça nous rajeunit pas cette histoire. D'accord. Et pourquoi t'es venu aux États-Unis ? Alors écoute, je suis venu aux États-Unis au départ parce que j'avais eu une expérience de travail à l'étranger dans le cadre de mon école de commerce où j'avais passé du temps à Londres, j'avais passé du temps en Espagne et quand je suis rentré à Paris, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici ? J'ai tellement appris de choses en étant à l'étranger, il faut que je me refasse une autre expérience. Et donc je me suis dit je vais aller passer 2-3 ans quelque part. D'accord. Et grâce à des amis qui avaient de la famille installée aux États-Unis, j'ai trouvé un stage pour une filiale de la BNP qui s'appelle la Bank of the West. D'accord. En Californie, pas très loin de San Francisco. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas en 99 dans le cadre de ma dernière année d'études en stage de fin d'année de mon école de commerce parisienne. Et t'es jamais revenu ? Et je suis jamais revenu. Je devais y passer 3 mois, j'y suis resté 6 ans. Et alors ce qui est drôle, c'est que du coup t'es arrivé dans la Silicon Valley pour un job dans la finance et pas du tout dans la tech. Alors en fait, je suis arrivé en Californie, travaillant donc pour cette filiale de la BNP qui a organisé l'équivalent de Roland-Garros. D'accord. Un truc qu'on sait pas en France, Ouais. c'est qu'il y a un équivalent de Roland-Garros en Californie qui est organisé tous les ans Ouais. par une filiale de la BNP. D'accord. Et donc moi j'ai été engagé pour coordonner ce tournoi. Qui est un tournoi international de tennis. Qui est un tournoi féminin. D'accord. De tennis avec des joueurs locaux. D'accord. Ok. Et du coup, tu débarques là-bas, tu fais tes 3 mois. Je débarque là-bas, je fais mes 3 mois là-bas en charge du marketing et de la communication et de la coordination de cet événement. Et à l'issue de ces 3 mois, j'ai aucune envie de rentrer en France et je commence à distribuer des CV à tous azimuts, à toutes les boîtes de com que je peux trouver, puisqu'à l'époque, je veux vraiment rentrer dans une agence de pub, c'est ce qui me plaisait. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'un type m'envoie un email en me disant, écoute, viens me voir, j'ai peut-être un truc pour toi. Et je rencontre cet Américain ultra francophile, qui parle français couramment, hyper sympa, qui me dit, écoute, je t'ai fait venir, non pas parce que j'ai un boulot pour toi, parce que j'en ai pas, mais je peux sûrement t'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et moi j'avais un gros problème de visa à l'époque, évidemment, parce que tu peux pas avoir de travail aux États-Unis sans avoir de papier. Et les mecs m'a fait un visa. Il m'a fait un visa en me faisant un contrat de travail, un CDD. Donc je l'aidais sur 2-3 trucs, tout en cherchant un travail. D'accord. Et le mec l'a fait juste pour mon service. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Peter Terman. C'est un pote. Et je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines. D'accord. C'était il y a 18 ans. D'accord. C'est grâce à Peter, c'est Peter qui a changé ma vie quelque part. C'est bon, ça. C'est incroyable, hein. C'est très bonne rencontre. Et donc du coup, je sais pas, 2-3 mois plus tard, moi j'étais à mi-temps dans la boîte de Peter dans sa petite agence de pub. Et j'avais rencontré durant mon expérience Bank of the West un groupe de Suisses super sympas de notre âge. Qui eux travaillaient tous pour une boîte qui à l'époque était suisse, qui est devenue une boîte américaine derrière, qui s'appelle Logitech.
D'accord, très bien. Des Oui. claviers, des souris, etc. Je savais pas que c'était devenu américain. Pour moi, c'était toujours passé suisse. au Nasdaq et c'est Ok. devenu américain à ce moment-là. Ok. Et je suis rentré dans cette boîte. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider sur la partie contenu, marketing, etc. Oui. Et comme je connaissais bien pas mal de membres de l'équipe de Logitech, ils m'ont fait rentrer là-dedans. Folie Logitech à cette époque-là. Grosse boîte, c'est Ouais. 4000 personnes en plein milieu de la Silicon Valley. Je suis rentré donc c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans la technologie et dans le cœur de la vallée, et j'y ai passé 10 mois, 12 mois. Mais je me suis vite rendu compte que travailler pour une très grosse boîte comme ça allait pas vraiment être un bon fit de mon côté. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'ai commencé à exploiter un peu le réseau que j'avais tissé à l'époque. Ouais. Et j'ai rencontré un Français qui était basé à San Francisco, qui était le CEO d'une boîte française qui s'appelait Mobileway. Ouais. Il était le seul basé à San Francisco. Il avait 80 personnes entre la France, l'Italie, l'Angleterre, Singapour, etc. Il était en train de créer une start-up dans le monde de la technologie mobile. Ouais. Et j'ai rencontré ce mec. On a passé 2 heures à discuter. Et le lendemain, il m'a fait signer un contrat. Et c'est comme ça que je suis rentré vraiment pour le coup, dans la vraie start-up de la Silicon Valley. Et donc là, vous étiez 2. On était 2. Et il m'a dit, Christophe, c'est toi qui vas t'occuper des US maintenant. D'accord, c'est bon. J'avais 23 ans. Et je suis devenu responsable des États-Unis pour cette start-up qui était en croissance assez rapide pour l'époque. 2 mois plus tard, il a levé 40 millions. Et je me suis retrouvé à être le petit jeune motivé responsable du développement du bureau américain. Je reportais directement au CEO de la boîte qui était un Français. Et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain avec un contrat dans l'avion avec le CEO qui m'expliquait alors voilà comment le business fonctionne. C'est quand même fou parce que Complètement dingue. on échange sur ce podcast avec pas mal de personnes qui se sont retrouvées dans la Silicon Valley à cette époque-là. Ouais. Et tu sens que, tu vois, Marc Fournier chez Serena Capital, plus récemment Clément Altresco, enfin, des tas de gens. Et en fait, tu te rends compte que il suffisait de traîner dans la rue quasiment, puis il y avait un mec qui te chopait, qui te disait tiens, tu fais quoi toi, tu veux pas devenir et puis tu te retrouvais, mais c'était même plus parachuté, c'était l'inverse, c'était une ascension fulgurante. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai pas mal de copains aussi que j'ai rencontrés là-bas qui ont vécu des rencontres assez transformatives dans leur vie. Et du coup Mobileway, c'était quoi? Et Mobileway, c'était un agrégateur SMS. C'est-à-dire D'accord. que c'est la boîte qui aujourd'hui s'occupe de l'interopérabilité des opérateurs. Si tu veux envoyer un message SMS de SFR à Verizon, ça Ouais. passe par eux. D'accord. C'est pas un petit truc. Aujourd'hui, ils envoient des milliards de SMS tous les jours, toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a été rachetée. J'ai passé 4 ans là-bas et elle a été rachetée 1,5 milliard par Sybase. Donc, grosse ascension parce que je suis arrivé, j'étais employé numéro 65 et quand je suis reparti, on était 600. Ils t'ont filé des stocks? Ils avaient des stocks, heureusement. et donc, la boîte a été rachetée 1,5 milliard par Sybase et derrière, Sybase a été rachetée par SAP. D'accord. Donc moi j'ai passé 4 ans là-bas où j'ai appris évidemment énormément de choses puisque quand t'es premier employé et que il y a tout à faire sur un nouveau marché, il a fallu adapter le produit qui était un produit européen sur le marché américain. D'accord. Il a fallu closer les deals avec les opérateurs et ensuite Toi, tu closais des deals avec les opérateurs? avec les opérateurs mobiles. Ouais. Genre, tu t'allais voir comme ça à J'allais voir Verizon, en leur disant bon, bah, voilà, vous avez besoin de nous. salut, parce je m'appelle que Christophe, j'ai 23 ans. il y a 10 millions de teenagers qui veulent se downloader des sonneries et vous avez besoin de nous pour le faire. Très bon. Ouais, c'était. Mais bon, on avait une offre qui était extrêmement robuste. Et du coup, 4 années chez Mobileway. 4 années chez Mobileway et au bout de la 4e année, je commence à m'essouffler un petit peu et là, un de mes meilleurs clients vient me voir en me disant Christophe. Et Mobileway était déjà revendu? Mobileway était pas encore revendu. D'accord. Non, pas encore revendu. Moi, j'avais vesté la quasi-totalité de mes stocks. D'accord. Mais du coup, un de mes plus gros Vesté, clients... je précise, vesté, ça veut dire que quand on l'a déjà dit, je crois, dans d'autres podcasts, mais quand on veste pas des stocks, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les vendre et que d'ailleurs, si on part, on les perd. Exactement. Donc, T'as pas le souvent, droit de les on va te dire, tiens, je te donne des actions, mais tu les as au fur et à mesure des années qui suivent, des mois en fonction, et au bout de 4-5 ans, généralement, tu as vesté tous tes stocks. Ok. Exactement. Et donc, du coup,
Un de mes clients vient me voir en me disant, écoute, comme tu le sais, on est basé à Londres, donc le client était basé à Londres. On a besoin d'ouvrir un bureau US. On veut s'installer à San Francisco. On a besoin de quelqu'un qui connaît bien le marché. Une fois de plus. Voilà, rebelote, même chose. Opération, connexion avec les opérateurs mobiles, les clients, etc. Là, pour le coup, c'était une boîte anglaise qui s'appelait Npocket, qui était une sorte de double click du mobile. Ouais. Un Mobile Advertising Server Technology. Et je suis resté là-bas 2 ans. J'ai fait plus ou moins la même chose. D'accord. En ouvrant le bureau américain. En collectant les opérations, les connexions avec les opérateurs et en m'occupant de la partie BizDev. Donc des expériences entrepreneuriales, mais dans la boîte. Dans la boîte, c'était boîte assez extraordinaire. À chaque fois, reportant directement au CEO avec la capacité d'apprendre beaucoup de choses sur le tas, mais d'avoir effectivement pas mal de liberté et pas mal de visibilité sur différentes aspects du business. Et du coup là quand tu es à San Francisco comme ça, tu bosses comme un ouf. Comment ça se passe? Parce que les Américains, ils bossent pas toujours. Enfin, c'est quoi les rythmes? C'est quoi? Parce que quand tu crées ces choses-là, faut quand même être au taquet, quoi. Bah, écoute, en fait, quand tu travailles pour une boîte européenne qui vient se développer à San Francisco, déjà, tu bosses tôt. Ouais. Parce qu'il faut pouvoir travailler avec l'équipe en Europe. Et à partir de midi ou 1h, c'est fini. Ils sont partis. Et donc, il y a une grosse partie coordination avec la maison mère qui est extrêmement importante, avec les équipes produits et les équipes techniques qui sont donc basées en Europe. Surtout au début, t'as pas encore de techos, t'as pas encore de product guide, t'es obligé de tout gérer. Donc, tu bosses relativement tôt. Et mais effectivement en Californie les horaires sont plus cool, donc à partir de 17h 18h il y a plus grand monde dans les bureaux. D'accord. Donc t'as quand même la possibilité de pouvoir profiter du reste. Donc t'es en Californie, il y a des vagues, il y a la plage, il y a du surf, il y a plein de trucs à faire et qui rendent ta vie assez sympa. J'ai cru voir en effet, parce que j'ai pas précisé, mais qu'on est bien chez toi, chez Spark Labs, donc dans ton premier, on y viendra tout à l'heure, mais bureau à New York, et j'ai vu une planche de surf, je crois, quelque part, un vestige du passé. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Celle-là, elle est trop petite, je m'en sers plus. et d'accord. Et donc Npocket rebelote, hein, grosse revente. Mobileway avait été racheté 1 milliard par Sybase et pour le coup Npocket a été racheté par Nokia pas loin de 200 millions. D'accord. Donc en effet, t'étais une sorte de, quand on bosse avec Christophe Garnier, t'es pas un chat noir, quoi, en tout cas. C'était des super expériences et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de stock là-dedans, mais tu vois, j'étais un petit employé et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de sous, mais ça m'a pas rendu millionnaire. D'accord. Mais quand même, j'imagine que dans des boîtes comme ça, le fait en particulier Mobileway, mais probablement Npocket aussi, le fait d'être implanté aux États-Unis, ce qui est le travail que tu as réalisé à chaque fois, ça donne quand même une belle partie de la valeur. Je veux dire, racheter une boîte comme ça qui est pas aux États-Unis, généralement, elle va valoir le quart de ce qu'elle vaut quand elle est worldwide, non? Bah oui, évidemment. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dès qu'une boîte commence à atteindre un certain niveau en Europe, je pense que elles ont pour beaucoup l'ambition de vouloir venir aux États-Unis. Voir de plus en plus, je me rends compte, une des choses très intéressantes que j'ai pu tirer des deux derniers épisodes, deux, trois derniers épisodes, avec notamment Alice Zaguri et Thibaut Elzière, c'est qu'ils te disent en fait, on lance direct à San Francisco, quoi. C'est-à-dire, il faut partir, en tout cas, il faut tout de suite un marché global, parce que partir sur un marché français, c'est trop petit, ou un marché européen, c'est trop petit. Il faut voir tout de suite très grand, quoi. Bah écoute, je serais assez d'accord, mais ça dépend aussi des moyens de la boîte. C'est-à-dire que ça peut être aussi très très casse-gueule de vouloir tout faire en même temps. Aujourd'hui, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est ce que fait Spark Labs. Nous, on a aidé plus de 250 boîtes de tech étrangères à venir aux États-Unis. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font justement l'erreur de vouloir venir trop tôt sans avoir les moyens. Oui. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, si t'as pas les moyens, tu te fais vite, ça peut être très dangereux, assez rapidement. Parce que ça coûte cher déjà. Ça coûte très cher. C'est un gros marché. Ça coûte très cher, et puis c'est un marché très compétitif. Et puis à partir du moment où t'as un bon produit, tu peux être sûr que tu peux être copycat très rapidement. Oui. Donc il faut avoir les bonnes armes de manière à pouvoir se défendre sur ce territoire. D'accord. En effet, on viendra. C'est un point que je voudrais vraiment aborder tout à l'heure. C'est justement ton expertise et ta vision d'un business qui vient aux États-Unis.
Ensuite, tu lances ton premier business ou pas encore? Alors ensuite, ouais, c'est ça. Je quitte Ten Pocket après quasi 2 ans avec cette boîte et je lance un business. Je lève très peu de fonds. Tu traverses les États-Unis à ce moment-là, non? Ouais, je traverse les États-Unis pour me rapprocher de 2 choses. Un investisseur qui est basé à New York et avec qui je travaille. C'est mon client depuis X temps. Ouais. Mais c'est aussi, ça devient donc mon investisseur. Et parce que le premier concept que je monte, c'est une boîte de marketing mobile et qui donc crée des campagnes de marketing par SMS. Et par définition, nos clients sont à New York. D'accord, oui, Nos parce que clients sont les agences de pub okay. et les marques. Donc et en revanche, t'as pas de réseau à New York. Pardon? T'as pas trop de réseau à New York. Non, tu débarques. Je connais vraiment personne. Donc c'est quand même un nouveau départ, quoi. Nouveau départ. J'avais vraiment envie de me rapprocher de l'Europe pour le coup. J'avais envie de me rapprocher de ma famille. J'avais envie de me rapprocher de mes amis. Ça m'allait très très bien de voir que mon marché était ici, que les clients étaient là. Et donc je lance un premier business. Donc tu découvres New York après 6 ans aux États-Unis, quoi. Après 6 ans à SF, je découvre New York. Okay. J'étais déjà venu peut-être, tu vois, 2-3 fois en business, mais je connais très très mal la ville. J'ai peu de réseau ici. Mais j'arrive tout excité. Ok. Pas de clients, pas d'argent, enfin un peu d'argent de côté sur tes différents trucs, mais voilà, donc ouais. Donc voilà, un petit peu d'argent de côté. Tu te lances tout seul? Je lance ça tout seul, ouais. Ouais. Je lance ça tout seul. Je lance une technologie de data mining et de management de bases de données. D'accord. Qui permet de pouvoir récupérer les bases de données de téléphones mobiles à des fournisseurs de contenu. Ok. Et de les monétiser après les avoir enrichis grâce à des partenaires de data. Okay. Comme Axiom, Claritas, Experian, qui sont des grosses boîtes de data storage aux États-Unis, okay. qui me permettent d'enrichir mes bases de données, de pouvoir les monétiser ensuite en les vendant à des agences de pub et à des marques directement pour que eux puissent envoyer un SMS ultra ciblé à quelqu'un qui est passé un teenager qui écoute du hip-hop. D'accord. Par exemple. Voilà. Tu vois. À force de les avec un coupon avec un SMS qui lui permet de downloader la dernière sonnerie de Def Jam. D'accord. Voilà. Par exemple, c'était le genre de truc qu'on faisait. Donc je fais ça pendant 3-4 ans. D'accord. On vend ça très très cher. On est une des seules agences à faire ça à New York. Ça grossit. Vous êtes. Enfin, comment c'est quoi ton premier client? D'abord j'ai des petites marques en individuel. Après je commence à travailler avec des agences qui du coup m'agrègent différentes marques, etc. Ça reste un petit business. Je suis pas à l'époque. J'ai pas cette expertise de levée de fonds. Je suis très très content d'avoir ma petite agence à New York, à Soho. J'ai une 12aine de personnes qui travaillent pour moi, voilà. Donc c'est monté vite. Donc petite, ouais. Au bout d'1 an et demi, tu vois, on est peut-être une 12aine de personnes. Et puis on va plafonner là parce que arrivera la crise en 2008. Ouais. Et comme on vend des produits très chers, on vend à $160 CPM. Ouais. Des campagnes SMS. Arrivera la crise et donc en période de crise, les marques ont tendance à quand même éliminer tout ce qui est marketing qui est coûteux avec un ROI qui était relativement qui n'arrivait pas à équilibre au final. C'était vraiment du marketing très innovateur pour les marques. Ouais. C'était des tests beaucoup. On était un peu trop en avance sur le marché. Avec en parallèle aussi le SMS qui peut-être comme il déclinait pas encore, mais ça arrive justement, bien sûr. C'était ce que j'allais dire, c'est que les smartphones commencent à arriver et on savait qu'on aurait une transition très très difficile. Donc au final, après 3 ans et demi, je plie la boîte. Plier, c'est-à-dire tu la fermes? Je la ferme. D'accord. Je plie la boîte. Sans perte, c'est pas le cas. Pardon? Sans grosse perte? Non, sans grosse perte, parce que la boîte faisait de l'argent. Donc au final, je redistribue. On était, enfin, sur la dernière année, il n'y avait pas grand chose à redistribuer. Mais en tout cas, on en a bien vécu pendant 3 ans et demi. Ouais. Et du coup, je me retourne et je m'associe avec mon pote Guillaume Gautreau qui nous a présenté, mais juste parce que revenons sur ce moment. Tu plies cette boîte. Comment tu prends la décision? Enfin, moi, généralement, c'est quand même pas facile. Bien sûr que c'est pas facile, ça m'a pris des semaines, mais bon. Mais t'avais le choix? Oui, j'avais le choix de continuer peut-être sur un marché qui n'avait, enfin, quoi qu'il arrive, il n'avait plus de croissance. Ouais. Il y avait plus de perspective de croissance sur ce que je faisais. Il aurait fallu que je renouvelle la boîte
que je la réinvente sur des nouveaux médias, puisque le SMS sombrait et les smartphones commençaient à prendre le dessus. Ouais. Alors que on était en période de crise. Ouais. Et que quoi qu'il arrive, ça allait très très difficile en mode de vente. Donc, disons que toutes les planètes ne sont plus alignées du tout. Ça devient de l'acharnement, tu vois. Et du coup, du coup, je prends la décision de fermer. Avant d'avoir cette l'idée boîte-là. de Toti, avant de rencontrer Guillaume, avant de... Oui, avant. Donc tu te dis, je ferme sans savoir ce que tu vas faire derrière. Je ferme. J'avais un peu de sous de côté. Ouais. Et j'avais 2-3 boîtes que j'aidais à faire de l'acquisition d'utilisateurs, donc je fais un peu de consulting. D'accord. Et je cherche mon prochain truc. C'est la traditionnelle. Tu fermes une boîte où tu changes un truc, tu fais du conseil. Ça, c'est le truc des entrepreneurs. Ouais. Et je cherche mon prochain truc, puisque voilà, une fois que tu as commencé à créer des boîtes, c'est quand même assez difficile d'aller bosser chez les autres. Et donc ça faisait quand même des mois que Guillaume et moi on se court autour en se disant lui était CEO de la Lick, qui est donc une grosse boîte de retail. Alors c'est pour l'histoire, c'est comme ça que nous on s'est connus, parce que moi j'ai rencontré il y a 10 ans. Exactement, j'ai rencontré Guillaume moi à Londres, qui était quand j'habitais là-bas, qui était le CEO de la Lick UK. Voilà. Et qui a eu un très beau parcours, et Guillaume, je voudrais l'inviter parce que il fait quand même des trucs de fou, et puis complètement switch en plus. C'est super intéressant de faire une interview de ce parcours. Il est passé de vétérinaire à chaman en passant par start-upper, donc c'est quand même voilà, on va bien se marrer. Mais c'est vraiment un type hors du commun finalement. Ouais. Et donc toi tu l'as rencontré chez la Lick, c'est un de tes clients? Et alors non, je l'ai rencontré à travers des amis communs ici à New York. Réseau de on Français. est devenus super potes. D'accord. On est allé à Burning Man ensemble, on a fait pas mal de trucs. Burning Man en quelle année? On a fait Burning Man en 2008. Ah, fantastique. Ouais, c'était extra. Et donc on revient, on se dit bon allez, on monte un truc. Et il a un copain, lui, qui s'appelle Rémi Debran, qui est un... Je suis en train de rêver de Burning Man là, et je me dis qu'on va revenir sur cet épisode. On va revenir là. Okay. c'est un peu trouble quand même les souvenirs. Mais donc lui Guillaume a un ami qui s'appelle Rémi Debran, qui est basé en France, et qui lui vient nous apporter une idée. D'accord. Lui vient avec une idée. Son idée c'est la crise aux États-Unis. Mmh. On est en la vente privée 2008. En Europe. Comment ? 2008 ? 2008, c'est la crise 2009. 2009. C'est la crise aux États-Unis, c'est la crise en Europe. Depuis que c'est la crise, vente privée cartonne encore plus. Il faut lancer un site de vente privée aux États-Unis. Voilà à quoi je pense. Et il nous sort un plan de création de sites de vente privée pour le marché américain, focus sur la famille. Et on dit à Rémi, écoute, on va regarder le marché, et on revient vers toi. Et on a regardé ça en détail avec Guillaume, et on se rend compte que il y a un marché gigantesque. Le marché de la famille aux États-Unis, c'est un marché de 65 milliards de dollars, avec 4,5 millions de naissances par an, avec une viralité des mamans sur le web incroyable aux US. Ouais, toujours partout. Hein. Et donc du coup, on se lance là-dessus. On se lance là-dessus. Et pourquoi sur un vertical? Pourquoi pas faire comme vente privée, se dire je fais une vente? Le marché est trop gros. Déjà, aux États-Unis, t'as pas un seul vente privée, ça n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop gros. Tous les sites de vente privée qui existent sur le marché américain sont tous verticalisés. Donc t'en as 2-3 sur le voyage, t'en as 2-3 sur le sport, t'en as 2-3 sur le luxe et les accessoires de luxe, etc. D'accord. Toute la partie fringues retail. Et donc il y en avait 2 sur la famille, on était un des 2 sur le segment de la famille. Et il y en avait déjà quand vous avez commencé d'autres? Non, on a lancé en même temps, à 1 mois d'intervalle. D'accord. Et il n'y en avait pas d'autres dans la vente privée, il n'y avait personne quoi, dans l'absolu. Il y avait sur des verticaux. D'accord. Il y avait d'autres verticaux. Il y avait déjà un site sur le voyage, 3 ou 4 sur les fringues et les accessoires. D'accord. Ok. Et ensuite il y en a beaucoup d'autres qui se seront lancés derrière. Donc là, on passe à une des grandes aventures de ta vie entrepreneuriale. Là, ça a été incroyable. Montagne russe, Totsi, donc c'était Totsy. Voilà, on lance Totsy.com. Ouais, très beau nom, très beau design, super. Moi, je suis toujours admiratif de ce que vous avez fait avec Totsy. C'était vraiment l'énorme succès et puis
une histoire horrible derrière. Alors du coup, raconte-nous. Vous lancez votre site en 2009-2010. On lance un site en 2009. Ça va vite, on lève 1,5 million de dollars sur une presse. Ouais. Pas mal d'investisseurs Genre une français. presse, quand tu dis t'as la presse PowerPoint, mais tu vas voir 10 personnes ou t'envoies? Écoute, entre Guillaume, moi et Rémi, qui quand même est là en support, puisque c'est nous qui opérons le business avec Guillaume. Guillaume, fort de son expérience de retail, de tout ce qui est logistique, de relations avec les marques. Donc lui s'occupe de toute cette partie-là. Ouais. Et moi, je m'occupe de toute la partie produit, le site, la gestion des devs et la partie marketing, l'acquisition d'utilisateurs. Et vous trouvez... Donc on trouve 500 cas sur une presse en allant voir une trentaine d'investisseurs. D'accord. 30 ou 40 investisseurs, on en fait rentrer 15 et puis en fait pas mal d'investisseurs qui se disent effectivement modèle de vente privée intéressant, très peu de sites de vente privée aux États-Unis, on est français, on connaît le modèle, on y va, et des investisseurs américains qui se disent super intéressant, on connaît vente privée parce qu'on en a entendu parler et effectivement le marché du discount c'est la crise, c'est la récession, on y va. Donc on se fait moitié investisseur français, moitié investisseur américain. Du coup, avec tout ça, ils mettent 10-15K et voilà chacun. Voilà, et on a ça oscille entre 200K et 20K. Tu vois. D'accord. Et donc on met notre round, on lève assez vite, genre en 45-60 jours c'est bouclé. Ok. Et on lance le site, on lance les devs, en 3 mois de dev, on lance le site. 3 mois, c'est rapide. Ouais, on a été hyper vite. Et au bout d'un an, 12 mois d'exécution, le site fait 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. Première année. Boum. Et donc là-dessus, on a 3 fonds américains qui rentrent dans le capital de la boîte. 2 millions sur un chiffre comme ça, c'est quand tu fais 2 millions de CA, tu fais combien de marge brute? Écoute, c'est des business à petite marge. Hein. Ouais. On est à 14%. D'accord. On est à 14%, mais on lève sur le top line. Donc là-dessus... 300 000, enfin 280 000, ouais, bon. Ouais, ok. Et donc là, du coup... on lève 4 millions chez des VC donc américains, 3 VC américains. Et 12 mois plus tard, grâce à ces 4 millions, 30 millions de chiffre d'affaires. 30 millions de CA. Fin de deuxième année. On est sur 30 millions de CA. Donc, on a 170 employés. Fois 15. Ouais, fois 15. 170 employés. Mais comment tu recrutes 170 employés en un an? Je sais, franchement. C'est pareil, tu prends les Français qui sont là, les gens dans la rue. Je me souviens plus comment on a fait, tellement c'était complètement dingue. On connaissait tout le monde, jusqu'à 40, on voulait vraiment plus connaître nos employés, on était hyper attachés à notre culture d'entreprise. On avait une équipe extraordinaire, je me souviens au début, on était 6 ou 7 dans ce petit bureau avec Guillaume. Et c'est très, très important pour nous de créer une culture d'entreprise et un côté humain hyper fort. Donc on organisait beaucoup de choses pour notre équipe. Parce que je le redis, hein, 170. Alors je sais pas si t'en as peut-être même si t'en recrutes 100 en un an, parce que t'en avais peut-être quelques-uns avant, mais c'était plutôt à mon avis 120, 130. Ça fait quand même un tous les 2 jours. Je veux dire, recruter une personne tous les 2 jours, faut quand même être sacrément. On a engagé aussi des RH. équipes, des RH, et on a engagé effectivement, on a racheté une boîte, donc on a fait rentrer 20 personnes d'un coup, etc. Il s'est passé pas mal de choses. Okay. Et du coup, on avait 3 millions, 4 millions de mamans sur le site. Enfin, c'est allé très très vite. Et c'est quand même drôle parce que vous êtes 2 mecs célibataires, je crois en plus à l'époque. Ouais. Oui. Et vous montez un site pour les mamans, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était assez marrant. C'était assez marrant, surtout qu'on était invité à pas mal de conférences, de Frenchies qui montent un site pour les mamans aux États-Unis. C'était un peu bizarre. Et l'expédition, vous la faites vous-même? Et l'expédition, nous, on la sous-traite à un centre logistique basé dans le New Jersey. Mais donc d'accord, ce centre logistique qui reçoit les produits de vos clients. Il reçoit les produits des marques. Et il les dispatche. Et les dispatche derrière aux clients. Dans tous les États-Unis. D'accord. Et le Canada. Donc envoyé assez rapidement aussi. Ouais. Tout ça prenait 2-3 jours, ça dépendait. Il me semble que Guillaume se souviendra mieux que ça, mais il me semble que à partir de la deuxième
début de la deuxième année, on a commencé à avoir un autre shipping center au milieu des États-Unis de manière à mieux distribuer le West Coast. Mais parce que ça, c'est pareil, c'est un sacré bordel. C'est-à-dire surtout que avec la taille du pays, expédier 30 millions de dollars de. On avait 20 000, on faisait 20 000 paquets, 25 000 orders par mois. 25 000 commandes par mois. Ouais. C'était complètement dingue. Mais donc là, on arrive à deuxième année. Donc voilà, deuxième année, et là, de gros lavage de cerveau, de tout. Dingue. Vous arrivez, vous êtes cramé, vous prenez des vacances. Non, on n'est pas encore cramé. Vous êtes en ébullition. On est plutôt en ébullition. Ouais. On n'est pas encore cramé, on est plutôt motivé. Et là, on reçoit un coup de fil de Groupon. Groupon. Voilà. Le gros géant basé à Chicago, qui nous dit, le gros géant du discount aux États-Unis à l'époque, et qui nous dit, écoutez les gars, on a entendu parler de vous. Nous, on vend que du service. On vend des coupons de réduction. C'est notre business. On vend pas de produits. On veut vendre du produit, mais on veut pas tout refaire. On veut racheter quelqu'un qui sait vendre du produit et qui a quelque part une ADN proche de la nôtre dans la cible de nos clients. Ok. Puisque Groupon est toujours été très focus sur la ménagère. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est la décideuse de tous les achats pour la maison. Et bien plus encore, c'est la décideuse. Bien plus encore, exactement. Et donc, du coup, ils sont très intéressés non seulement par notre expertise, notre organisation logistique, notre sourcing et donc les relations que nous avons avec les marques dans le secteur de la famille et effectivement notre base de données. Donc, du coup, de fil en aiguille, ils nous offrent près de 100 millions de dollars pour acheter la boîte. On est en année 2. Vous avez levé... on a levé, donc du coup, 4 millions, plus les 500K du début, plus un peu de dette chez Silicon Valley Bank. On devait être à 7 ou 8. Donc on est à 7 ou 8 et on nous offre près de 100. Là, tu te dis, ça y est... Bon, on se regarde avec Guillaume, on se dit, c'est pas possible, il faut y aller. Ouais. Tu te dis d'ailleurs, c'est pas vrai. On se dit pas ça tout de suite. On se dit ouais, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, c'est quand même un peu tôt. C'est ça. Mais en même temps, on savait que notre concurrent principal, et c'est là que ça devient plus difficile pour nous de prendre la décision de ne pas vendre, c'est que notre concurrent principal lève beaucoup plus d'argent que nous. Ils avaient déjà levé plus de 10 millions. Nous, on en a levé 4. Ouais. Les fondateurs de la boîte concurrente. 4, je le dis, c'est énorme, mais aux États-Unis, c'est que dalle. C'était pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en France, quand tu lèves l'équivalent de 4, en France, c'est pas mal, mais ça commence à être petit maintenant 4 quand tu vois des boîtes comme Content Square qui viennent de lever 42 et c'est ça. etc. Bref, donc nous on est quand même assez inquiets par rapport à ça. Pardon, et tu te souviens à peu près combien tu dépenses à ce moment-là? Par mois, ou par an, mais par mois, je sais pas, c'est quoi? Parce que vous cramez beaucoup d'argent. Ah, écoute, on a 170 employés, je me souviens, il me semble qu'on dépensait rien qu'en salaire, pas loin d'1,5 million de dollars. Par mois. Mais bon, on avait beaucoup de chiffre d'affaires. Ouais. On faisait rentrer pas loin de 2,5 millions, 2,7 millions, 2,8 millions par mois. Mais bon, sur 2,7 millions, 2,8 millions, on était à, on était à 400, 500K en net. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc ça veut dire qu'il fallait, vous dépensez 1 million par mois, presque. Donc sans compter le marketing, etc. Donc quoi qu'il arrive, il fallait relever. On était obligé de relever. Donc c'était soit on relève, soit on vend. Ouais. Et donc nous on voulait vendre. Au final, on se dit il faut vendre. Donc on présente l'opportunité aux investisseurs, et nos investisseurs en fait nous disent mais c'est hors de question, on veut pas vendre moins de 150 ou 200 millions, votre boîte elle est en croissance fulgurante, on n'a jamais vu ça. Évidemment, Groupon dit t'es gentil, 150 200 millions, faut vous rêver. Et du coup les investisseurs utilisent leur droit de veto. Ils avaient un droit de veto. Ça, c'est une des grosses erreurs, une des grosses leçons qu'on a prises. Plus jamais de droit de veto dans un contrat, dans un pacte d'actionnaires. Donc, on s'en souvient pour tout le monde, hein. Voilà. Et donc, ils nous empêchent de vendre la boîte. Tout simplement. Donc là, là, tu ressens. Alors là, c'est un peu le clash au board meeting.
C'est un peu le clash au board meeting. On commence à véritablement sentir une tension entre Parce que t'as combien les de la boîte à ce investisseurs et moment-là nous. T'as combien de la Comment boîte, toi, à ce moment-là, par exemple? On a chacun 15% de la boîte à ce moment-là. Donc toi, t'as un chèque-cause de 15 millions potentiel, et on te dit en fait non. Voilà. Mais bon. Donc du coup... c'est un peu chiant. Oui, c'est un peu chiant, ouais. Mais bon, et à partir de ce moment-là, ça va commencer à partir en vrille avec les investisseurs. Il va se passer pas mal de choses. Et pour faire, parce que l'histoire peut être très très longue, on va pas y passer non plus. Non, tout le call. Non, on peut pas faire tout le call là-dessus. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on va être obligé donc de continuer. On va être obligé de lever plus de fonds parce que quoi qu'il arrive, sinon la boîte est morte. Ouais. Donc on lève plus de 35 millions de dollars de plus. Folie. Complètement dingue. On lève 35 millions de dollars de plus. Mais alors, c'est fou parce que pendant ce temps-là, attention, notre concurrent lève 400. Notre concurrent lève 400, une valo d'1,5 milliard ou plus. Et nous fait ce qu'on appelle une lockout strategy, c'est-à-dire qu'ils achètent tous les produits de manière à être sûr qu'on puisse plus avoir de produits sur notre site. Sachant que tu as quelques marques, j'imagine. Il y a des marques clés de toute manière. Si tu les as pas, après, tes utilisateurs te lâchent. Ouais, je sais pas, ça va être. T'as que des marques de merde, ça y est, tu deviens le site. Cette McLaren ou je sais pas, voilà. Ici c'est peut-être d'autres, mais voilà, d'accord. Exactement. Et donc gros feu sur la partie inventaire. Guillaume est furieux évidemment. Et de mon côté, sur la partie marketing, pareil, lockout stratégie un peu similaire. Il s'amuse à aller chercher tous les utilisateurs qui convertissent le mieux, parce que tu as toujours des sources d'utilisateurs qui qui répondent mieux que d'autres. Et donc, du coup, ils font flamber les coûts d'acquisition dans quand il a levé 10 fois plus que toi, voilà. il peut dire je vais te cramer. Exact. Et ils nous ont cramé. Ils nous ont lockout. Ils nous ont tués petit à petit. Au final, on a revendu la boîte 15 millions. Après avoir levé 42 au total. D'accord, oui, donc là, il vous restait plus grand-chose, du coup. Voilà. En plus, on s'était fait cram down, et alors qu'on aurait pu la vendre pas loin de 100 millions quand on avait levé 7. Bon, voilà. Donc, grosse leçon, Toti, au final. Énorme expérience sur 3 ans. Mais du coup, tu sors, toi, tu sors comment? Tu sors quand? Moi, je me fais, en plus, ils considèrent que comme les metrics deviennent de plus en plus mauvais, d'abord, moi, il me vire. Voilà, donc je me fais ce qu'on appelle laid off. D'accord. Donc je me fais sortir de ma boîte. Par tes investisseurs. Par mes investisseurs. Donc Guillaume pris en porte-à-faux en plus parce que c'est lui qui doit me virer. Ouais. Donc là, on a eu un petit clash à un moment qui durera pas super longtemps. Mais donc du coup, moi, je me fais sortir. 3 mois après, il le sort lui aussi. Mais quand tu te fais sortir de ta boîte... Ah bah tu peux rien faire. Non mais je suis d'accord, mais tu vis quoi? C'est quoi dans ta tête? T'es au bout de ta vie? Il y a différentes manières de le vivre, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que tu peux rester chez toi enfermé à rien foutre. Tu peux aller faire le tour du monde pour essayer d'oublier. Ouais. Ce qu'a fait Guillaume. Ouais. Et où tu peux relancer un truc tout de suite. Ce que t'as fait toi. Ce que j'ai fait moi. Voilà. Et quand on te vire comme ça de ta boîte, t'as pas des trucs du genre bad liver, good liver, des choses un peu où tu gagnes un peu des choses au passage quand même? Bien sûr. Mais ils étaient très très bien équipés au niveau légal. Ils avaient beaucoup plus d'argent que moi à dépenser. D'accord. Au niveau légal, c'est pas à un certain moment, soit t'as véritablement quelque chose à gagner, mais au-delà de le faire de manière à pouvoir te venger, ou juste par honneur. À un moment donné, il faut être aussi réaliste que sur ce qui est réalisable. Et moi, de mon côté, évidemment, j'avais pas envie de dépenser 50 000 ou 100 000 dollars de frais d'avocat pour récupérer 200 ou 300 K, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, j'ai récupéré un chèque, je suis parti. Et du coup, ils t'ont racheté toutes tes actions? Guillaume, pareil. Ils te rachètent tes actions à ce moment-là ou tu restes actionnaire? Et non, j'ai gardé mes actions. D'accord. Donc mes actions, tu sors avec un ticket quand même de tout. Je sors avec un ticket, je garde mes actions. Ouais. 3 mois plus tard, Guillaume, pareil, ils mettent une autre CEO qui fera n'importe quoi et qui va démonter notre boîte. En 6 mois, elle fermera la boîte. Et vous venez à des boards encore et tout après, vous deux? Pardon? Vous êtes encore au board après, quand même? Ah bah non, c'est fini ça. Ah, donc quand vous t'es êtes juste de la boîte, toi, t'es juste actionnaire et tu t'assois dans le coin là-bas, tu te fermes ta gueule. Allez, c'est fini.
Et là, on parle de combien de temps alors du coup entre le jour où vous créez la boîte et le jour où toi tu sors par exemple? Moins de 3 ans. C'est fou. Dingue. Moins de 3 ans. Et t'as 30 piges à ce moment-là, à peu près quoi. Et quoi? T'as 30 ans à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est 2012, donc c'était il y a 5 ans, donc j'ai 36 ans. Et tu prends un espèce de... Ah, je me prends une énorme baffe dans la gueule, mais en même temps, je me dis, il faut que je me relève tout de suite, sinon je vais... C'est ça qui est fou. Ouais. Mais après, ça dépend de ton tempérament. Enfin, moi, j'ai toujours été beaucoup... j'ai toujours eu le regard porté vers le futur plutôt que de regarder derrière moi. Donc tu essaies de pas digérer le truc et de passer tout de suite à autre chose. Je passe tout de suite à autre chose. Et tu l'as digéré, t'as pris un backlash, t'as pris un truc après, plus tard, t'as repris un contre-coup ou jamais? Non, j'ai jamais pris de contre-coup. J'ai eu, Dieu merci, mais si c'était à refaire, ouais, je le ferais différemment. Parce que je pense que j'ai malheureusement pas pris le temps, justement, de me regrouper, de réfléchir, de passer du temps pour moi, etc. Ouais. En tout cas, pas assez. Tu vois, je suis parti 2 semaines. J'aurais dû partir 2 mois. Oui, notamment en France, non? Non, je suis parti au Costa Rica pendant. Je suis parti au Costa Rica. Moi, je t'ai vu juste après. Je me souviens parce que je me souviens que tu nous racontais déjà Sparklab tout de suite. Et moi, j'ai été halluciné parce que t'étais encore. Tu me parlais d'un endroit à Union Square. Donc là, on est arrivé sur ton business actuel. Et voilà. L'un de tes business actuels, d'ailleurs. Exactement. Sans pause, quoi. C'est de la folie. Et moi, je suis vraiment... alors, je te remercie de nous raconter ça comme ça, sans filtre, parce que c'est... je trouve ça hyper... alors, je l'avais pas eu tout ce détail, moi, ça, de ta part. Voilà, donc, je suis ravi. Et puis, on l'a en public, donc c'est bien. Et si t'as une chose que t'as tirée dans tout ça, une ou deux ou trois, mais c'est quoi la leçon de cette histoire de Totsi? Écoute, il y a beaucoup de leçons qui sont sorties de Totsi. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de leçons de Totsi qui vont aussi porter ses fruits dans les mois qui viennent, justement, dans la mesure où je suis en train de monter une autre boîte là en ce moment. Ouais. Que Sparklab, on va parler de ce que je fais aujourd'hui, mais Sparklab, c'est un business que j'ai créé dans la bonne humeur parce que j'avais envie de faire autre chose que d'avoir une start-up. Donc Sparklab, pour moi, c'est pas vraiment une start-up. Ouais. Alors que là, je remonte vraiment une start-up. Et donc je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir commencer à exploiter de par mon expérience de Totsi sur la nouvelle boîte. Mais pas mal de leçons sur travailler avec des amis. Ouais. Pas forcément facile. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir quand tu travailles avec des gens que tu connais bien, avant de se lancer dans des aventures pareilles. Et puis donc savoir bien s'associer, et puis savoir bien s'associer avec ses investisseurs. Évidemment, là, ça a été une énorme leçon. Et énorme leçon. Tes investisseurs, ils sont connus pour ça, ou c'est juste ou c'est quoi leur trip? Ils ont. Écoute, les investisseurs... Non, je pense que il y a effectivement des investisseurs qui ont des stratégies d'investissement très spécifiques, qui ont des stratégies de management très spécifiques. Les investisseurs qui étaient dans Totsi ne s'entendaient même pas eux-mêmes les uns avec les autres parce que justement, ils avaient pas les mêmes opinions. Ouais, c'est un espèce d'énorme naufrage, quoi. Et c'est marrant parce que il y a autant de différences entre un investisseur français et un investisseur américain qu'un investisseur East Coast et un investisseur West Coast. Tu vois, c'est marrant. Mais les investisseurs West Coast avec lesquels nous travaillons chez Totsi, on parlait produits, on parlait acquisition d'utilisateurs, on parlait social, on parlait véritablement des enjeux et des modèles économiques de la boîte. Alors que les investisseurs East Coast, anciens banquiers de Wall Street, recyclés en VC, étaient la tête dans la spreadsheet et ils en avaient rien à foutre. À la limite, ils comprenaient même pas ce qu'on faisait. D'accord. Donc on a appris pas mal là-dessus. Pas mal de choses sur la manière dont les investisseurs ont d'investir dans les boîtes. Et c'est finalement quand même ton concurrent qui vous a cramé. Enfin, avec Alors notre concurrent nous a ultra cramé puisqu'ils sont passés en plus public à une valeur de 2,5 milliards. D'accord. Ils existent encore? Ils existent encore. Ils viennent de se faire racheter une autre fois 2,5 milliards par un géant américain qui s'appelle QVC. D'accord. Donc ils ont pris 2,5 milliards 2 fois. Pas mal. Ouais, pas mal.
Ah ouais, vous étiez pas loin dans Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, tu es à New York, tu te dis, bon, je lance autre chose. Comment tu... Alors, Spark Labs, on est ici à côté d'Union Square, dans ton premier bureau à partager. Je te disais tout à l'heure, j'ai rencontré Clément Altresco, qui est le patron de bureau à partager. Toi, tu étais là-dessus très très tôt aussi, hein, parce que c'était avant les grosses modes WeWork et tout ça. Enfin, c'était peut-être déjà lancé. Enfin, WeWork existait déjà. Moi, je lance ça de manière un petit peu artisanale. Attention, c'est-à-dire que je suis pas en train de me dire, je vais monter un business de coworking, etc. Je sors de l'histoire de Totsi. Ouais. Et je me dis, j'ai besoin de faire autre chose et de m'occuper l'esprit. Et je tombe sur un vieux copain qui lui était photographe et qui a donc cet espace à Union Square, situé hyper stratégiquement au plein milieu de la Silicon Alley, en plein milieu de Manhattan. Et donc mon pote Philippe, qui est donc photographe de mode, me dit, écoute, j'ai des problèmes de santé, il va falloir que je me débarrasse de mon studio. Le studio photo est magnifique, c'est un des plus beaux studios photo que j'ai vu ici sur Manhattan. Et je lui dis, écoute, c'est trop bête. En plus, il avait un deal hyper intéressant en termes de loyer. Et donc je lui dis, écoute, tu sais quoi, je reprends ton lease et je fais un espace de travail pour start-up. Et c'est comme ça que ça commence en fait, sur une opportunité. Un bon pote, j'avais vraiment envie de lui filer un coup de pouce et moi j'avais besoin de m'occuper à faire quelque chose et donc du coup je reprends son espace, je vais avec quelques potes repeindre tout le truc et installer des bureaux à droite à gauche et I'm open for business. Et donc je commence à en fait être très rapidement investi par la diaspora d'entrepreneurs tech européens, principalement français, mais pas que. Et Spark Lab va devenir un peu le repère de tous les entrepreneurs français et européens qui montent des boîtes de tech ici ou qui viennent se développer de Paris, de Londres, de Berlin, etc. sur New York, de manière à s'emparer du marché américain. Et comme j'avais, moi, à l'époque, à San Francisco, j'avais fait ça plusieurs fois, je lance une sorte de coworking du coup plus avec pas mal d'événements, avec un support légal, un support comptable, un support pour les visas, etc., avec des partenaires très spécifiques. C'est hyper important, ouais. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un peu la solution clé en main pour les entrepreneurs. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça part tout de suite. Oui, c'est-à-dire que ça prend tout de suite. Toi, tu te colles ici, tu prends ton bureau et tout de suite. Je me mets ici, j'appelle 2-3 potes qui appellent des potes, qui appellent des potes, qui appellent des potes, et tout le monde avait envie de se retrouver en fait. Tout le monde avait envie de se retrouver en tant qu'entrepreneur européen qui avait les mêmes challenges, qui avait les mêmes problèmes, qui voulait apprendre les mêmes choses. Donc, je commence à organiser des workshops, etc. Je fais venir des VC US qui sont intéressés d'investir dans des boîtes européennes qui ont des technologies intéressantes et qui viennent se développer sur le marché américain. Et donc, tout ça va très, très vite. Et donc, de fil en aiguille, j'ouvre un deuxième espace. Ouais. Il fait 5 fois la taille du premier. Et donc, aujourd'hui, j'ai peut-être 300 personnes qui sont entre ces deux espaces, qui sont abrités sous le toit de Spark Labs et qui cohabitent ensemble, qui s'entraident, etc. Et c'est quoi le loyer? En gros, c'est quoi le modèle? Tu fais payer C'est un modèle économique très similaire à n'importe quel coworking space. Ouais. C'est un modèle d'abonnement. Ouais. Mais le petit truc en plus, c'est que pour le même prix qu'un desk à WeWork ou ailleurs, tu as toute cette partie support et toute cette partie programmation, contenu, etc., qui n'existe pas chez tous les autres. Ce qui nous a permis aujourd'hui de survivre, alors que WeWork, elle fait 6 milliards et a tué peut-être la moitié ou 60% des espaces de coworking à New York, parce que WeWork a 35 espaces juste à Manhattan. Quand ils ont tué tout le monde, nous, on a réussi non seulement à rester en vie, mais à rester à 80-90% de remplissage depuis 4 ans, sans véritablement sentir trop de problèmes, si ce n'est que les coûts d'acquisition sur la partie marketing online a fortement augmenté parce qu'ils arrosent comme des malades toute la partie paid search et Facebook Ads, etc. Donc parce là, tu dois faire de l'acquisition pour les nouveaux avant de remplir. Une fois que c'est rempli, c'est plus facile, non? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que tous les autres sont morts, si tu veux. Ouais. Tous ceux qui sont morts parce que WeWork les a tués.
en faisant encore une fois une locate stratégie sur la partie acquisition d'utilisateurs. Les seuls coworking qui aujourd'hui ont réussi à survivre dans cet écosystème, c'est ceux qui ont un marché de niche très spécifique, comme nous. Mais tu as aussi un coworking spécialisé en fashion, tu as aussi un coworking spécialisé en biotech. Oui, il y a un super article récent dans le Wall Street Journal, justement, où on était featured là-dedans. Ouais. Et en fait, tous ceux qui sont vraiment ciblés sur un marché de niche ont réussi à retirer leur épingle du jeu et à rester très compétitifs. D'accord. Et du coup, juste pour bien comprendre et faire un petit peu l'article aussi, mais pour un auditeur là européen, français ou francophone en tout cas, je lui souhaite, sinon il doit pas comprendre grand-chose. Ouais. Il y avait tu m'avais expliqué plusieurs options. Je peux prendre juste une boîte postale au début ou quelque chose comme ça, et puis plusieurs. Et en fait, toi, tu vas m'aider potentiellement, alors pas à créer mon business ici, enfin si peut-être à le créer administrativement, mais pas à générer du business, mais en tout cas, donc je peux avoir un bureau, une boîte postale, puis une société, puis un visa, puis c'est ça. Exactement. On t'aide un petit peu sur tout le cheminement. Et on peut même t'aider à trouver des clients. On peut même t'aider à t'introduire à des fonds d'investissement et à t'aider à loquer ton financement si jamais tu as besoin de faire un série A ou un série B. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la plupart des boîtes qui viennent nous voir ici, c'est des boîtes qui ont déjà un modèle économique validé sur l'Europe. Donc, je reviens à ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de boîtes qui veulent tout de suite venir aux États-Unis. Nous, des boîtes qui veulent tout de suite venir aux États-Unis, on leur conseille pas en fait. On leur conseille pas vraiment de faire ça. C'est très 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 casse-gueule. À moins d'être bien financé. Et des boîtes qui commencent en étant très financées, il y en a très peu. Donc la plupart des boîtes qui sont ici, c'est des boîtes qui ont déjà fait un gros seed ou un série A, qui ont déjà un modèle économique validé à la maison, et qui, fort d'une levée de fonds avec un minimum de 500K ou 700K, viennent se déployer sur le marché américain et viennent chez nous de manière à réduire le risque. Parce que nous, on est là pour réduire le risque. Mais on n'est pas là pour... vraiment pour aider tu vois, deux gars dans un garage à monter une application, à lancer sur le marché américain. C'est pas, il y a très très peu de gens comme ça de toute manière qui arrivent. Et donc nous, notre modèle, il est beaucoup plus efficace sur des entrepreneurs qui ont déjà une très bonne perspective de quels sont les tenants et les aboutissants de leur business, connaissent bien leur modèle économique et ces gens-là, on peut vraiment les aider. C'est dur de se lancer aux États-Unis ? Ça peut être très dur de se lancer aux États-Unis, ça dépend ce que tu fais après. C'est quoi tes barrières ? Je veux dire, alors est-ce que si on veut généraliser un petit peu, est-ce qu'il y en a ? Je sais pas. Oui, enfin c'est difficile de généraliser parce que tout le monde va te dire qu'ils ont quand même un produit très différent, mais bon, effectivement, on va dire que les États-Unis, déjà, les ressources coûtent très cher. Donc ça dépend. Tu te lances aux États-Unis en gardant ta technologie en Europe ou pas, parce que ça change tout. Déjà, rien que ça. Un ingénieur ici, ça change absolument tout. Il y a un développeur ici, c'est $150,000 par an minimum. Beau salaire. Ensuite, le gros problème, c'est que si quelqu'un lui offre 170 000, il se casse. Donc, ça coûte très cher et t'as aucune loyauté. Donc, il suffit de très très peu de choses pour faire capoter ton projet. C'est pour ça que moi, à Spark Labs, toutes les boîtes qui sont ici, je leur ai toutes conseillé de garder leur techos en France ou en Europe. Grosse connerie de vouloir engager du monde ici en techos. Il faut focus exclusivement sur la partie business et vente. Ou alors il faut leur donner autre chose, c'est-à-dire travail à domicile, de chez eux. Enfin, c'est des stratégies de télétravail, de 27 Signal, de Basecamp ou de choses comme ça, qui recrutent des gens dans tous les États-Unis, mais pas à San Francisco, pas à New York. Pas à New York. Les loyers sont trop chers. Effectivement, mais attention, il commence à y avoir de la concurrence partout maintenant. Ça, c'était quelque chose qui était peut-être vrai il y a 5 ans, mais aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle ville américaine, il y a des startups partout, ils veulent tout, et il y a pas assez de développeurs nulle part. Donc il y a vraiment une course au talent technologique, et c'est une des raisons pour lesquelles comme je te disais, nous on préfère c'est un très bon des boîtes qui sont et des boîtes qui sont vraiment focus sur la partie business ici. Donc il y a la partie effectivement main d'œuvre qui est très très chère, et puis c'est un marché qui peut très très vite t'arbider sur la partie financement.
tu te rends compte à plusieurs boîtes qui sont venues ici, qui n'avaient pas fait leur travail en avant, qui se sont rendues compte que non seulement elles avaient des concurrents qu'elles n'avaient pas identifiés, mais elles s'étaient pas du tout rendues compte que ces concurrents étaient déjà extrêmement bien financés. Oui. Et ça peut être très très compliqué derrière. Très très compliqué. Tout dépend de la taille de ton marché, mais oui, si tu débarques avec ton million. 3, 4, 5 ou 10 fois plus que toi sur un marché qui peut pas supporter X number de players, t'es mal. Très très mal. Ok. Bon, bah écoute, c'est hyper intéressant. Et pourquoi Spark Labs n'est que, c'est déjà très bien, 300 places, mais que à New York? Alors, écoute, Spark Labs n'est que à New York parce que je pense qu'on a raté quelque part le train de vouloir lever beaucoup d'argent pour ouvrir plein d'espaces partout. WeWork s'est lancé sur le marché de manière très agressive. Que tu sois à San Francisco, par exemple. Oui, ça aurait pu. Oui, ça pourrait toujours avoir une logique parce qu'il va y avoir de plus en plus de boîtes qui viennent se développer sur le marché américain. Oui. Parce que il y a de plus en plus d'engouement de la part de pas mal de pays d'avoir une présence ici. Donc oui, ça pourrait avoir du sens. Mais moi, en fait, je suis déjà en train de monter autre chose qui pour moi a plus de sens. D'accord. Donc là, je suis en train de lancer un nouveau projet. Et donc tu lèves le pied sur Spark Labs, quelqu'un le gère pour toi? Là, j'ai effectivement un manager qui gère Spark Labs. Qui est rentable, qui marche bien. Voilà, Spark Labs c'est rentable, ça marche, c'est un business qui marche plutôt bien, c'est un multi-million-dollar business qui est profitable, etc. Ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est une boîte qui a 4 ans que j'ai créée avec très très peu de financement, où j'ai 100% du contrôle. Je fais un petit peu ce que je veux, je suis chez moi, et puis maintenant j'ai un manager qui va gérer cette boîte pendant que je crée la prochaine. Donc c'est pas une mauvaise configuration. Ouais. Si tu veux. Ouais, c'est une petite rente, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est très très bien. Et puis en même temps, ça permet à la nouvelle boîte d'être basée dans Spark Labs aussi. Donc, d'accord. C'est sympa. Okay. On reste dans cette ambiance très sympathique et gros sentiment de camaraderie ici. Tu vas voir ce soir puisqu'il y a un événement auquel tu vas assister. On a un gros drink ce soir. Alors je précise qu'il est quoi? Il est 6h moins le quart, 17h45, que j'ai pris l'avion plus tôt dans la journée, que je commence à être éclaté, que je sens le drink qui se profile derrière. C'est ça. On va vite te remettre en forme. Alors raconte-nous ce nouveau projet. C'est secret, pas secret. Écoute, non, c'est plus secret. C'est plus secret. On va annoncer là qu'on a fait notre première levée de fonds. On est en train de lancer en fait une plateforme de flexibilité de travail. Je précise que tu peux dire des choses et que je peux le sortir dans 2 semaines après donc tu peux balancer des choses, je garderai la confidentialité le temps nécessaire s'il faut. Donc on est en train de créer un nouveau business qui s'appelle Upflex. Voilà. D'accord. Qui est une plateforme de flexibilité de travail pour les employés. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, on s'est rendu compte on a fait pas mal de recherches, en fait, en se disant qu'il y avait quand même sûrement pas mal d'opportunités dans le secteur du coworking. Et il y a aujourd'hui 15 000 coworking space dans le monde. Je sais pas si tu savais ça, il y a 15 000 coworking space. C'est quand même dingue. WeWork en a 200. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses, qui se passent dans le reste du monde. Pardon? Mais nous, on en a un petit à notre partie du compte. Pas de rimo. On vous a compté. Exactement. Et donc, il y a 5 ans, il y en avait 600. Aujourd'hui, il y en a 15 000. Et dans les 5 prochaines années, il y en a 45 000 de prévus. Donc, il y a une grosse croissance dans le secteur du coworking. Mais à côté de ça, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les opérateurs de ces espaces sont des bons managers, mais des très mauvais marketeurs. Ok. Pour la plupart. Et il y a ce qui est embêtant parce que bien manager un endroit qui est vide, ça sert pas à grand chose. C'est la guerre, c'est comme un hôtel. Tu sais, si t'as pas un taux de remplissage important, tu peux vite fermer ton business. Sachant que moi j'ai découvert ce business, excuse-moi, mais donc on a eu l'opportunité assez incroyable d'acheter un bel espace dans Paris. Ah oui. Et dans le 17e. Et on a acheté, parce qu'on avait déménagé 4 fois en 4 ans chez Cosa Vostra, on a acheté un truc beaucoup plus grand que ce dont on avait besoin.
Et tu fais quand même un gros pari, parce que ça coûte un peu d'argent, et voilà. Et à un moment où tu flippes un peu. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que t'as quand même une courbe quand tu sais bien vendre le truc, où il y a quelques mois où tu flippes, et à un moment, t'as tout le monde qui te dit oui, et à ce moment-là, t'as plus de place, et tu te dis, j'aurais dû prendre le double, quoi. Ouais, c'est ça. Et on n'aurait pas pu, en l'occurrence. Mais là, aujourd'hui, j'en rêverais, quoi. Ouais, et puis c'est génial, puisque au partir du moment où t'as commencé à remplir ton truc, comme c'est très très récurrent comme business, ça crée une belle dynamique. Donc ce que je te disais, c'est que malgré le fait que les propriétaires soient des bons opérateurs, la plupart sont pas forcément des bons marketeurs, ce qui est pas ton cas avec Cosa Vostra, puisque c'est une partie de notre métier, mais quand même, en effet, c'est ce que tu dis, hein, il y a bureau à partager. Alors nous, on a utilisé la plateforme de bureau à partager pour louer, entre autres. D'ailleurs, on a loué aussi pas mal en direct par notre réseau, par LinkedIn, par plein de choses. Mais en effet, quand t'as WeWork qui est là, qui ouvre espace sur espace sur espace, comme tu le dis, si tu essayes de faire un peu d'AdWords ou voilà. Et puis t'as quand même, ils sont plus chers que ce qu'on propose nous, mais ils ont des espaces qui sont fantastiques. Nous, on a fait un très beau lieu aussi, hein, mais la concurrence en termes de design, de choses comme ça, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ouais, bien sûr, absolument. Mais du coup, ce que je te disais, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que il y a quand même en moyenne, 30 à 40% d'inventaire invendu dans tous les coworking space dans le monde. Donc, évidemment, ça va peut-être te sembler bizarre parce que toi, tu as peut-être un coworking space qui est très bien rempli, le mien aussi, mais toi, tu es bien en plein milieu de Paris, moi, je suis en plein milieu de New York. On représente peut-être 5 à 10% du marché, mais 90% du marché, 90% de ces 15 000 coworking space ne sont pas en plein milieu de Paris, de New York ou de Londres. Et ils ont des gros inventaires d'invendus. Oui, quand t'es à la Garenne-Colombe ou à Berre-sur-Mer, j'imagine que c'est pas aussi simple, quoi. Ou à Newark. Alors du coup, ça c'est la première analyse qu'on a faite. La deuxième analyse qu'on a faite, c'est que il y avait un besoin du côté des clients corporate, de flexibilité de travail pour leurs employés. Les moyennes et grandes entreprises ont de plus en plus de problèmes d'acquisition de talent, de rétention de talent, dans la mesure où la nouvelle génération de millennials veulent une expérience de travail qui ne ressemble pas du tout à ce que les employeurs actuels peuvent proposer. Oui, en gros, je reformule, mais le rêve d'un employé maintenant, il n'est pas de se dire je vais faire 1h15 de commuting pour aller bosser. C'est fini. C'est complètement fini. Chez Procter à l'autre bout de la ville, quoi. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, ces jeunes talents privilégient beaucoup plus le fait de travailler pour une boîte flexible, une jeune start-up, ou devenir freelancer, monter leur boîte, etc. Ça devient un gros problème pour les employeurs qui n'arrivent plus à staffer. Aujourd'hui, c'est un phénomène global. Donc nous, l'idée, en fait, c'est de matcher, si tu veux, les espaces de travail qui, eux, d'un côté, ont beaucoup d'inventaire à monétiser, avec des employeurs qui ont beaucoup d'employés qui veulent pouvoir ne pas avoir à passer 1h30 dans le métro tous les matins et tous les soirs. Et au lieu de ça, pouvoir travailler dans un environnement de travail, par contre, qui est productif, qui est enclin à continuer à bosser et pas être à la maison à rien foutre, puisque aujourd'hui toutes les recherches RH prouvent que 80% des personnes travaillant de chez elles ne seront pas effectives et ne seront pas productives. Et ça, les employeurs le savent. Donc il y a besoin d'une solution qui permet de pouvoir déplacer les employés du lieu de travail tous les jours parce qu'ils veulent plus y aller et de les faire bosser d'un endroit qui les rend productifs, mais qui leur permet tout de même d'améliorer leur qualité de vie et d'être à 5 ou 10 minutes de la maison. Donc tu te mets entre des grandes entreprises et des coworking space. Exactement. Qui sont tous les deux tes clients, qui te payent tous les deux? Non, on est en une sorte de yield management pour les espaces. Donc on aide les espaces à monétiser leur inventaire. Donc nous, on achète de l'inventaire aux espaces et on le monétise en le revendant aux grandes entreprises. Et donc là, vous êtes plusieurs, tu montes ça avec qui?
J'ai monté ça avec, j'ai une cofondatrice Ouais. qui s'appelle Ginger et qui est Dilawal, qui était depuis 15 ans dans pas mal de startups ici et qui a monté et revendu deux, trois trucs, qui est ma Chief Product Officer, qui est mon associé, qui est une femme très talentueuse. D'accord. Et vous avez levé. Là, on a une petite équipe. Comment? Et vous avez levé donc. Et là, on vient de closer un premier tour de table qui a un seed round de $500,000. C'est ça qui est bon aux États-Unis, c'est que le petit seed round, c'est $500,000, un demi-million. D'accord. Voilà, donc là, on a de quoi commencer, on a de quoi amorcer. Ça fait déjà plusieurs mois que moi je finance le projet, et donc là, du coup, on a fait rentrer quelques fonds de San Francisco et en Europe d'ailleurs, et donc là, on va lancer le produit dans 60 jours. 60 jours. Mm-hmm. Bravo. Ouais, c'est cool. Alors, c'est croise cool. les doigts. Ouais, c'est cool. Une super nouvelle aventure. Très content. Écoute, et du coup, comment tu jongles après aujourd'hui sur tes boulots là-dessus? T'es principalement là-dessus maintenant? Bah oui, maintenant ça y est, je suis vraiment focus, on va dire aller à 95% sur le nouveau, sur Upflex. Okay. Dans la mesure aujourd'hui, j'ai un manager et une petite équipe sur Spark Labs qui Upflex, c'est le nom définitif. Ouais. T'as acheté le .com? On a le .com, le .co, le .io. D'accord. Le .com était dispo? Ouais. Ouais, pas mal. Et d'accord. Et alors, raconte-nous un peu, c'est quoi tes petits secrets? C'est quoi ta magic sauce? Je sais pas. Est-ce que t'as des applis que tu utilises un peu plus que d'autres? Est-ce que t'as du sport, de la méditation? Je sais pas. Raconte. Bah, j'imagine que tout le monde a son petit truc. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de faire beaucoup de sport de manière à rester esthète. Rester en forme, et c'est bien dans mon corps que dans ma tête. J'ai vachement besoin de me dépenser. Donc, donc du coup, ouais, j'essaie de passer pas mal de temps à la capoeira, qui est un peu mon sport que je fais deux fois par semaine depuis plusieurs années. Sympa. Et puis, écoute, j'ai une petite fille de 13 mois, comme tu le sais, donc ça, c'est mon petit échappatoire avec ma femme. C'est un vrai bonheur. Mais ouais, ça c'est extraordinaire. Mais j'ai besoin d'océan, moi. Donc c'est pour ça que je vis à New York aujourd'hui. Ouais. Après San Francisco, j'ai besoin de passer pas mal de temps dans l'eau. Ok. Donc du coup, tu surfes toujours? Donc je surfe toujours. Ouais. Ici, on surfe où? Et bah oui, ici tu surfes à Long Island. D'accord. Tu surfes à Long Island à 1h30 ou 2h d'ici. Tu prends une voiture et puis tu mets ta combi et tu vas surfer. C'est extraordinaire. Il y a des vagues extraordinaires à New York. D'accord. Peut-être pas aussi bien que San Francisco, mais il y a des vagues extraordinaires. Donc je passe pas mal de temps. Là, c'est plus la saison, malheureusement, il fait trop froid, mais du coup, c'est là qu'on part au Costa Rica, à Porto Rico, dans ce genre d'endroit pour aller chercher des vagues. Mais ça, c'est mon voilà, j'ai besoin de cet équilibre. Okay. J'ai trouvé cet équilibre à San Francisco et ça fait 15 ans maintenant que j'ai cet équilibre régulier qui me permet de pouvoir rester sain. Parce qu'on a quand même des rythmes assez dingues. New York est une ville qui est quand même très très éprouvante. Ouais, ça pue. Très éprouvante. Mais c'est tellement cool. Enfin, je veux dire, moi j'ai été une énergie incroyable, mais il y a le revers de cette énergie extraordinaire. J'ai vécu ici il y a bien longtemps, mais revenir ici tout à l'heure, passer dans les rues et tout, ça m'a fait un truc. Hein. Mais écoute, d'accord. Et si t'avais un truc à dire à Christophe, Christophe qui sort là de BNP là, qui arrive à San Francisco, qui sort de sa petite expérience, qui a fait ses 3 mois, tu lui dirais quoi si t'avais l'occasion de te parler là 10 minutes? Oh là là, la question. Un petit conseil, un truc. Je sais pas ce que je me dirais, parce que je pense que j'ai toujours écouté mon instinct et ça a été une bonne chose comme une mauvaise chose, parce que ça m'a fait prendre des risques incommensurables sur pas mal de choses. Maintenant que t'as entendu mon parcours. Mauvaise chose, Toti, c'était une mauvaise chose? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles où j'ai continué à prendre énormément de risques. Je me rends compte que j'ai pris beaucoup de risques. Après? Je me rends compte après coup que j'ai pris plein de risques. Oui. Ce qui m'a apporté une expérience extraordinaire et j'adore. Ce qui est pas forcément le risque chez l'entrepreneur. Hein. Enfin,
on essaye quand même de limiter les risques. Et d'ailleurs, avec Spark Labs, t'as beaucoup limité les risques. Bah, disons que j'ai effectivement scale down la partie risque quand j'ai monté Spark Labs, parce que c'est un business qui pour le coup ne scale pas autant. Ouais. Mais scaler, c'est pouvoir grossir d'un coup très fort. On peut pas passer de 1 million à 30 millions en un an. C'est ça exactement. Mais ça m'a permis de créer un business qui est très très stable. T'es passé d'un extrême à l'autre. Ouais, complètement. D'un truc où t'as 100% et où ça tourne tout seul. Enfin, tout seul, j'exagère, mais où ça tourne. Non, pas tout seul, surtout pas. Mais je savais pas mesurer les risques en fait. Et juste avant, que si je devais me donner un conseil, ce serait de mesurer les risques mieux et d'évaluer les choses plus avant de foncer la tête en avance, parce que j'ai toujours été jusqu'à justement Spark Labs, j'étais quand même pas mal un peu foufou, tête en avant, on y va, on réfléchit pas. Mais c'est quand même ce qu'on cherche souvent dans les start-upers. Ouais, bien sûr, mais c'était un manque d'expérience, hein. C'était un manque d'expérience, bien évidemment. Mais c'est quelque chose que je referais peut-être un petit peu différemment. J'essaierais d'être un peu plus analytique dans mon approche les 2 premières fois. Surtout sur pas mal c'est des choses, c'est marrant parce que c'est des choses qu'on s'est dites avec Guillaume aussi. On a fait confiance à beaucoup de gens, les yeux un peu fermés parce qu'on était peut-être un peu trop idéalistes, lui et moi. Et si tu as l'occasion de le revoir et de l'interviewer, tu verras que c'est un grand idéaliste, et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup rapprochés. Mais faut faire effectivement attention. Et puis je pense qu'en France comme aux États-Unis, confiance aussi. Mais oui, c'est bien. Ouais, faut pas être trop parano non plus. Non, c'est là, ouais. Écoute, merci pour tout ça, parce que c'est une super expérience que tu nous as partagée. Je suis vraiment ravi. Je te dis merde pour Upflex, et puis on te suit un peu partout. Sur quoi t'es le plus actif, toi? LinkedIn, Twitter, Facebook, où est-ce qu'on t'ajoute? Je suis le plus actif sur Instagram. Je suis le plus actif sur Facebook. Ok, on peut t'ajouter sur Facebook, te suivre, t'as un profil un peu public. Ok. Ouais. Bon bah cool. Eh ben Christophe Garnier. Merci Mathieu. Spark Labs. C'est le plaisir. On est ravis. Upflex. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Mathieu. Salut. À plus. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.